Mon arabe. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le thème de l'automobile. Euh, je voulais vous raconter trois petites choses qui donneront lieu donc à trois vidéos. Et voilà, j'espère que ça va vous intéresser. La première vidéo que j'avais envie de faire, c'était donc concernant la fidélité. Que ce soit la fidélité dans le monde de l'automobile ou dans le commerce en règle générale. Ma grand-mère avait l'habitude, quand elle parlait des gens avec lesquels elle travaillait, de dire mon charcutier, mon avocat, mon garagiste, etc., etc. Bon, même si j'ai un immense respect pour ma grand-mère, autre temps, autre mœurs. Elle a vécu à une période, on va dire, d'après-guerre où il y avait peut-être encore certaines valeurs. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes, heure H, instant T, dans une époque quand même très décadente, notamment, au niveau des mœurs, des valeurs, etc., etc. La fidélité, c'est c'est une notion déjà qu'il faut essayer de définir. Et mine de rien, elle est assez difficile à définir. C'est une règle graduée, d'une certaine manière. Aucune fidélité, c'est quand même le comportement de beaucoup de clients aujourd'hui. On pourrait dire, voilà, c'est là. Voilà. Il n'y a pas de fidélité du tout. Voilà. Bon. Zéro fidélité. Et de l'autre côté, on pourrait dire fidélité maximum. Et là, on pourrait presque parler de servilité. Voilà. Bon, la fidélité, justement, donc c'est une variable. Voilà. Il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. C'est comme être en couple. Ne pas être fidèle du tout, c'est aller voir ailleurs dès que l'occasion se présente. Ce qui n'arrive pas forcément tous les jours à tout le monde. Et être trop fidèle, qui existe aussi, c'est accepter absolument tout. Voilà. Ça, c'est pas bien non plus. C'est pareil, donc dans le commerce. Où est-ce qu'on place le curseur de la fidélité? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à dire. La seconde chose à dire, c'est que dans une relation commerciale, ou dans tout ce qui implique un contrat, il y a généralement au moins deux parties. Et donc, il peut y avoir un responsable, l'autre responsable, ou les deux responsables, vis-à-vis d'un problème, d'une situation. Et donc, voilà, c'est bien beau de parler de fidélité, mais il faut voir aussi qui pourrait être en tort. Par exemple, dans un monde idéal, le client est fidèle et le commerçant lui-même aussi est fidèle. C'est-à-dire que le client est fidèle dans le sens où dès qu'il a un besoin, par exemple, de pain, voilà, il a besoin de pain, il estime que telle personne est son boulanger. Et il estime qu'à chaque fois qu'il aura un besoin en l'espèce de pain, il ira là-bas. Bon. Mais il a pris cette décision parce que cette personne, ce boulanger en l'espèce, répondait à certaines attentes. Peut-être parce que ce boulanger, il n'était pas trop loin du domicile de la personne. Peut-être parce que ce boulanger, il était moins cher que les autres. Peut-être parce que ce boulanger, il fait des produits de meilleure qualité. Peut-être qu'il est en règle générale plus rapide, etc., etc. Donc, il y a eu une décision d'être fidèle
parce qu'en face, l'autre répond à des besoins. Donc ça veut dire également que l'autre doit continuer à assurer les différents points qui ont fait son succès vis-à-vis de ce client-là. Et aussi, être capable, tel un sportif, de se remettre en question régulièrement et de répondre de la bonne manière aux différents défis que le temps et l'histoire vont lui poser. Bien. Donc, on voit bien que le client, lui, sa seule promesse, pratiquement, c'est, dans le cadre de la fidélité, c'est d'aller toujours voir cette personne-là, de lui donner toujours des sous, et si possible aussi d'être gentil, d'être aimable, voire de lui amener des clients, etc. Mais on parle bien d'une fidélité quand même importante, on parle d'une loyauté importante, on dit bien toujours, je vais toujours aller chez toi chercher du pain. C'est quand même un gros engagement, c'est un vrai contrat costaud. Bon. Mais il faut en face que l'autre aussi, donc, il réponde de manière vraiment solide donc à tous ces points qui ont fait son succès. Très bien. Je vais vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivée donc il y a 2 jours, qui m'a profondément heurté. Un garagiste, en l'espèce, m'avait fait une réparation. C'était un garage où j'étais allé un peu par hasard, pour être totalement honnête. Et il m'avait fait une réparation il y a longtemps sur... pas développé, mais il m'avait fait une bonne réparation. Et franchement, j'avais trouvé que c'était vraiment bien ce qu'il avait fait. Ça m'a beaucoup ému. Et là, peut-être que je suis en tort. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été peut-être trop émotif. J'ai peut-être surréagi. Et je me suis dit, non, il a quand même fait un truc formidable et tout. Au niveau des tarifs, en plus, ça a l'air relativement correct. Et puis, il y avait un autre avantage. Et donc, je suis resté fidèle à ce garagiste pendant, allez, on va dire 2 ans et demi. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai dû aller quand même ailleurs. L'histoire se déroule sur une période de plus de 3 ans. Et en l'espèce, je faisais pas mal de routes pour aller le voir parce que j'avais vraiment une grosse confiance en lui. Mais encore une fois, peut-être que je suis en tort. Que j'ai été dans une... voilà, j'ai surréagi, ou peut-être aussi que j'ai été feignant. J'ai été paresseux. Je me suis dit, bon, lui, c'est mon garagiste. Ça, c'est réglé, j'ai plus de questions à me poser. Il se trouve que, donc, il y a 2 jours, je suis allé le voir pour des petites réparations avant une contre-visite du contrôle technique. Pour le contrôle technique. Il m'avait annoncé un prix par téléphone, et au moment de payer la facture, le prix était à peu près 50% au-dessus de ce qu'il m'avait annoncé par téléphone. Ah, il m'a dit oui, c'est l'inflation au niveau de telle pièce, et puis il a fallu quand même faire pas mal de choses et tout. Il se trouve que même si je ne suis pas un mécanicien accompli, j'ai quand même dans ma vie eu la chance de faire des stages en mécanique et je voyais un petit peu la difficulté technique pour accéder à l'endroit où il fallait changer la pièce. C'était pas non plus extrêmement compliqué. Bon, j'ai quand même un peu tiqué sur le prix, et voilà. Et le lendemain, j'ai essayé d'être intelligent et je suis allé voir à peu près 5 garages plus proches de chez moi. Ça tombe bien parce que de toute façon, lui était devenu vraiment très loin de chez moi. Et malheureusement, j'ai eu la confirmation que cette personne en qui j'avais vraiment une grande confiance m'a un peu empapahuté. Il a compté 2 heures de travail alors que
les autres, à part un, m'ont dit qu'en 1 heure c'était faisable, ce que je suis à peu près convaincu, ce dont je suis à peu près convaincu. Et pareil au niveau de la pièce en l'espèce, même s'il a dit qu'il y avait de l'inflation, patin couffin, bon, les autres, majoritairement, ils étaient moins chers. Voilà, mais pas de 2 euros, quoi. Ils étaient vraiment moins chers. Voilà. Donc cette petite mésaventure, bah, malgré tout, elle doit faire réfléchir. Moi, en tout cas, elle m'a fait réfléchir. Et d'ailleurs, on croit dans les signes ou pas, mais cette personne en qui j'avais vraiment confiance avait des prospectus avec un dessin de loup. Et le loup, dans la culture gauloise et française, ce n'est pas forcément un emblème animalier très positif. C'est plutôt un emblème de voyou. Bref, donc tout ça pour vous dire que cette notion de fidélité, il faut vraiment, je suis déjà à 11 minutes, il faut vraiment réfléchir sur ce point-là. Est-ce qu'on n'est pas trop feignant parfois en allant toujours chez les mêmes personnes? Est-ce que l'autre en face, il n'a pas évolué? Est-ce que nous-mêmes, peut-être, on n'abuse pas de cette personne? Moi, j'ai eu, quand j'avais mon auto-école, j'étais tout seul et des gens qui abusaient du fait que je sois tout seul ou pour me tenir la jambe pour différents sujets ou pour me demander la lune, etc., etc. Et cetera. Et à l'inverse, effectivement, dans certaines entreprises, où c'est le cas de le dire, des gens abusent du fait qu'ils savent qu'ils ont une clientèle quand même très régulière et que la qualité qui était la promesse de départ, quand ils ont vu que ça tournait très bien et qu'il y avait beaucoup de monde, cette qualité, elle a baissé au fur et à mesure. Des exemples, hein, on en a. Je cherchais... Oui, c'est ça. Google, par exemple. YouTube, par exemple. Facebook, par exemple. Ce sont des entreprises à la base qui étaient des concepts excellents. Voilà, il faut quand même dire la vérité. À la base, ces entreprises, c'était des concepts excellents. En plus, ils ont eu des financements absolument stratosphériques qui est très 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 difficile à rattraper, qui sont très difficiles à rattraper, et ces gens-là ont acquis une position de monopole dans leurs différents domaines. Et une fois qu'ils ont eu une quantité d'utilisateurs ou de clients absolument monstrueuse, eh bien les promesses initiales et la qualité initiale, tranquillement, elle a baissé pour arriver au peu de qualité que l'on voit tant sur Google que sur YouTube, que sur Facebook, etc., etc. Et c'est le cas de beaucoup d'autres entreprises qui à la base étaient franchement des concepts excellentissimes, qui en plus ont eu des financements absolument dingues qui leur ont permis d'écraser leurs concurrents potentiels, voire leurs concurrents potentiels, disons ça comme ça, mais ensuite ont perdu en qualité. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une règle très connue, c'est un proverbe qui viendrait des Auvergnats, à ce qui paraît, c'est l'histoire des 3 générations. La première génération crée l'affaire, la deuxième génération gère l'affaire, la troisième génération détruit l'affaire. Et il y a beaucoup d'histoires dans le monde de l'entreprise, par exemple, mais aussi dans l'histoire des familles, malheureusement, de personnes qui ont vécu de leur vivant les 3 générations. Ils ont créé une affaire, ils ont géré l'affaire et ensuite ils l'ont détruite. Voilà. Parfois, ça n'est pas 3 générations, parfois c'est avec les mêmes personnes. Ce sont des comportements, comme on peut appeler dans un français un petit peu populaire, voire vulgaire, vouloir le beurre, mais aussi l'argent du beurre, alors qu'en théorie, quand on a le beurre, on ne peut pas avoir l'argent, parce que l'argent, on l'a donné à l'autre personne, et en plus, le cul de la crémière. Vous voyez ça aussi, par exemple, avec les journaux en ligne. Ouest France, par exemple. Déjà, il faut quand même savoir qu'un journal, j'ai un humble magazine, c'est compliqué à rentabiliser, c'est très compliqué.
Donc les journaux, on va dire, extrêmement connus, sont connus parce qu'ils ont eu des moyens financiers conséquents, ou par des banques, ou par des subventions étatiques très fortes. Dans les deux cas, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ces gros journaux, comme les entreprises que nous avons citées précédemment, arrivés dans des situations pratiquement monopolistiques, en ont abusé, comportement de loup. Et là, au lieu d'être des journaux, on va dire, pour monsieur tout le monde, ce sont devenus de plus en plus des journaux qui ont ou sélectionné les articles sur lesquels ils allaient traiter, pas toujours de manière, à mon avis, positive, ou aussi sélectionner les personnes qui allaient pouvoir intervenir dans leur journal. Quid démocratique monstrueux, hein, même si la démocratie, selon moi, est une utopie. Mais en plus d'avoir donc déjà trahi, on va dire, leur lectorat en étant des journaux de plus en plus orientés, disons ça comme ça, et donnant, on va dire, la part belle à leurs amis, en étant donc des journaux voilà, qui aident leurs amis. En plus, ces journaux-là ont rajouté, au fur et à mesure du temps, de la publicité. Alors qu'initialement, il n'y en avait pas. Ces journaux-là, arrivés en ligne, ont en plus rajouté maintenant des abonnements. Donc vous avez des journaux, je pense à Ouest France, parce que bon voilà, vous cherchez un thème spécifique sur, bon malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre que Google, DuckDuckGo a aussi trahi ses utilisateurs. Vous trouvez un article de Ouest France qui semble correspondre à ce que vous cherchez, vous cliquez dessus, vous arrivez sur un article qui de toute façon est tout sauf neutre, avec de la pub, et au bout de 4 lignes, réservé aux abonnés. On est complètement dans une relation qui est de troisième génération, c'est-à-dire complètement décadente, et d'abus manifestes du destinataire final. Voilà. Et ils peuvent se le permettre, parce qu'ils estiment être dans une situation de monopole, et donc ils peuvent se permettre toutes les extravagances. Voilà, désolé, la vidéo est bien plus longue que je n'imaginais, mais je parle. Alors, quid des marques automobiles? Hier, j'en discutais avec une dame, vu que j'ai fait pas mal de tours des garages hier, et elle me disait qu'elle estimait, au 20, hier c'était le 19 juillet 2022, que des marques comme Honda, Toyota, Hyundai, Kia et Suzuki étaient encore fiables. Mais que la majorité des autres, c'était pas ça, ou alors ça avait baissé en qualité. Bon, j'espère que ces marques, je touche du bois, vont continuer à être qualitatives. C'est très important. J'espère qu'elles ne s'est pas trompée. Mais je pense qu'on est aussi dans cette logique de première génération, deuxième génération, troisième génération. Je m'explique. Des marques, bien sûr je ne suis pas pour la guerre, mais des marques automobiles qui ont été obligées de fabriquer des canons pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, quand le conflit s'est arrêté, les exigences supérieures de qualité militaire, parce que voilà, c'est comme ça, si vous voulez réussir dans un conflit, il faut que vous ayez du matériel d'une extrême qualité. C'est comme ça. Eh bien, ces exigences extrêmes, une fois de qualité dans le domaine militaire, puisque les entreprises automobiles ont généralement travaillé pour l'industrie de l'armement, une fois que la guerre s'est arrêtée, eh ben, mine de rien, ces exigences, ce sérieux, cette discipline, eh ben, on l'a retrouvé quand même dans les véhicules d'après-guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, en tout cas en France, qui n'a pas connu de conflit majeur sur ses frontières ou sur son territoire depuis un petit moment. Et ça peut expliquer une baisse de qualité, notamment de nos automobiles, parce que les constructeurs estiment que les clients sont fidèles à la marque qui soi-disant est française, mais qui n'est plus forcément fabriquée en France, et donc se sont laissés aller.
Voilà, on est encore dans cette histoire de génération 1, 2 et 3. Et c'est pour ça que même pour les marques automobiles, faut rester quand même vigilant, faut pas être forcément trop fidèle, parce que vous pouvez être très déçu. Alors après, il y a le contre-exemple. Il y a des gens qui achètent des voitures qui ont une très mauvaise réputation, qui ont ce qu'on appelle des maladies, dans des marques qui n'ont pas une bonne réputation, etc., 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 et il ne leur arrive jamais rien. Rien, rien, rien. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Voilà. Donc, pour faire le bilan sur cette histoire-là, aujourd'hui, on le sait très bien, par exemple, dans le domaine de l'assurance, tout le monde vous dira que tous les ans, il faut faire un petit devis par-ci, par-là pour les histoires d'assurance. Voilà, c'est devenu pour beaucoup de gens une routine, une habitude, parce que malheureusement, en face, c'est certainement la politique de gestion chez les assureurs. Il y a une volonté permanente d'augmenter les prix, parfois sans raison, faut être clair. Moi, ça a été le cas l'autre jour pour mon assurance habitation. C'était absolument inadmissible et donc j'ai changé d'assureur pour l'habitation. Voilà, donc il faut malheureusement se forcer à faire des devis. Partout, tout le temps, même si c'est du temps, même si ça offusque certaines de vos valeurs, il faut se forcer. L'image qu'on a et qui est très forte et très imprimée dans notre âme, c'est cette image du village gaulois où tout le monde se retrouve autour d'un festin, tout le monde se connaît, tout le monde se tape dans le dos et personne n'est malhonnête et n'essaye d'enfiler qui que ce soit. Il y a une vraie solidarité. Cette solidarité, elle a existé. Moi, je ne l'ai pas connue, mais beaucoup de gens plus anciens l'ont connue. Voilà, et il y a eu des époques où les gens ne fermaient même pas leur porte à clé, ne fermaient même pas leurs portes, ne fermaient pas leur voiture. Ça existe encore dans certains endroits du monde. Donc voilà, malheureusement, on n'est plus forcément dans cette époque-là. On est dans une époque de méfiance, on est dans une époque où nous évoluons, les gens en face évoluent, et au niveau des valeurs, il y a quand même une forte décadence qui, voilà, les choses reviendront positivement, je le souhaite fortement. Mais aujourd'hui, le principe même de la fidélité ou de la loyauté dans le monde automobile et dans le monde du commerce en général, voilà, il faut quand même que la fidélité résiste aux éléments factuels. Les faits sont têtus et donc il faut quand même que cette fidélité elle soit prouvée et renouvelée sur des éléments concrets. Donc faites des devis, faites des devis, faites des devis. C'est comme ça, on est dans un monde comme ça. Voilà. Prenez bien soin de vous. Kenarenten.